Et donc, je vous propose de passer sans tarder au point dont elle est en charge. Il s'agit d'un point pour lequel elle est rapporteure sur la restauration de la nature. Il s'agit maintenant de voir quelle est l'évaluation des amendements. Voilà, Madame Rose, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci aux collègues pour les nombreux amendements déposés. Alors, vu l'importance de la loi sur la restauration de la nature pour le secteur de la pêche, je voulais que nous puissions prendre un temps pour discuter justement de ce texte de manière ouverte et publique et que chacun ait l'occasion de s'exprimer sur ses positions avant qu'on commence les négociations avec les rapporteurs fictifs. Alors, comme vous tous, j'ai reçu les propositions. Ok, je vais continuer. Comme vous tous, donc moi j'ai reçu les propositions d'amendements faits par des ONG, par le secteur de la pêche en Europe. Et j'avoue que je ne pensais pas, vu l'importance du dossier, que ces amendements seraient déposés tels quels, amenant à ce que des amendements identiques soient déposés jusqu'à 3 fois ou 4 fois par des députés de groupes différents, sans forcément avoir conscience de la portée de ces amendements. Alors j'aurais une première question à messieurs Herbst, Matteau, Milan-Mon et Royston. Bon, monsieur Milan-Mon, il n'est pas là, mais bon, il pourra certainement me répondre en retour par mail. Donc, vous proposez des amendements qui visent à rejeter totalement la proposition de la Commission. Vous dites qu'il y a suffisamment de législation en place. Et pourtant, on a la Cour des comptes qui estime que ces législations n'ont pas eu suffisamment d'effet en matière de restauration des écosystèmes. La loi sur la restauration de la nature doit permettre une approche au plus près des territoires via des plans nationaux préparés avec les acteurs locaux. Elle permet aussi d'avoir une approche globale. Un exemple, on a parlé hier de la mer Baltique et pour moi c'est un bon exemple. On a des sources de pollution qui sont nombreuses et donc on ne peut pas régler les choses en touchant uniquement à la pêche ou uniquement à la pollution de l'eau ou uniquement aux zones Natura 2000. Donc je pense qu'il faut une approche globale, proche des territoires. Et c'est ce que permet la loi sur la restauration de la nature. Alors ma question, c'est pourquoi vouloir rejeter la proposition en bloc ? Et j'ai une autre question. Si vous déposez ces amendements de rejet sur la proposition totale, est-ce que vous souhaitez malgré tout participer aux négociations puisque vous avez déjà fait le choix de voter contre? Donc ça, c'est un peu ma question. Ensuite, on a quelques amendements dont j'ai un petit peu du mal à comprendre la logique. Je vais prendre l'exemple des amendements 292, 293, 299 et 300. Ce sont des amendements qui ont été déposés par messieurs Huitema, Christensen, madame Bilbao et monsieur Royston. Ces amendements, ils suppriment l'objectif de non-détérioration. Alors, si je comprends bien, on devrait restaurer des écosystèmes, mais ensuite on pourrait à nouveau les dégrader. Alors, on demande d'un côté des efforts, on dépense de l'argent public et ensuite, on pourrait tout jeter à la poubelle. Donc, je ne comprends pas trop le sens de ces amendements, en fait, si je pouvais avoir une explication par rapport à ça. Ensuite, Monsieur Van Dalen, Madame Pierrick, mais qui n'est pas là, vous avez déposé plusieurs amendements. Si je prends un exemple, le 201 et le 204, par exemple, qui reprennent des éléments de la directive Habitat. Je donne un exemple. La loi sur la restauration de la nature, elle vise à des écosystèmes en bonnes conditions. Si vous remplacez cela par des habitats en état de conservation favorable, en reprenant les termes de la directive Habitat, je pense que, en fait, ça part d'une bonne intention, mais j'ai un petit peu l'impression que ça complique vraiment les choses. Par exemple, si vous parlez des habitats en état de conservation favorable, mais que vous reprenez la définition qui sert pour les espèces en état de conservation favorable, je pense que la proposition de la Commission, elle me semble plus simple, mais peut-être que j'ai mal compris, donc je serais intéressée aussi d'avoir l'avis de la Commission sur ce sujet.
Ensuite, j'ai certains députés PPE qui proposent de transformer le règlement en directive. Là aussi, j'aimerais connaître la logique de ces amendements, puisqu'en fait, une directive, elle impose une période de transposition. Ça amène en fait à des délais importants. Et là, on voit vraiment qu'il y a une urgence. Et ça amène aussi à des différences dans la façon dont les États transposeront les textes. Or, on cesse de répéter qu'il faut un level playing field pour les pêcheurs. Quand on regarde la proposition de loi sur la restauration de la nature, on voit que les plans nationaux de restauration ressemblent beaucoup aux plans stratégiques de la PAC. Et là aussi, c'était bien un règlement. Enfin, on a certains amendements qui suppriment les objectifs au-delà de 2030. C'est le cas de l'amendement 182 de Monsieur Matteau et Milan Mon, l'amendement 186 de Madame Comté ou l'amendement 187 de Monsieur Herbst. Il me semble que les pêcheurs, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une visibilité. Et si on arrête la législation à 2030, ça laissera en fait très peu de temps pour mettre en œuvre la législation et on devra recommencer un nouveau cycle de négociation. Je pense que là, les acteurs, ils vont être dans le flou et je trouve que c'est intéressant le fait d'avoir des objectifs jusqu'en 2050 et donc des plans de restauration jusqu'à 2050 qui donnent justement de la visibilité. Par contre, moi, je suis d'accord avec l'amendement 192 de Monsieur Herbst qui propose une évaluation en 2030 et, le cas échéant, ensuite d'adopter la loi. Alors là, j'ai parlé un petit peu, j'ai fait un petit récapitulatif des amendements qui me posaient question, mais il y a aussi des amendements dont je suis convaincue et qui soulèvent de vraies questions. Beaucoup d'amendements très intéressants de Monsieur Matic. De Anja Hazekamp, par exemple sur le partage de l'effort, sur l'information du public. L'amendement 440 de Pierre Karleskind sur la mise en œuvre des mesures, les propositions de Monsieur Matteau et de Monsieur Milan Mon sur le financement et la compensation pour les pêcheurs, l'amendement du groupe Renew sur les récifs artificiels et il y en a beaucoup d'autres. Et donc, par rapport à tout ça, j'attends un petit peu des réponses sur des choses peut-être que je n'aurais pas compris. Et j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble sur des compromis. Et je pense qu'on commencera par l'article 5, parce qu'il y a beaucoup de points qui découlent de cet article. Donc, mon équipe et moi, on sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc, merci pour ces échanges qu'on aura aujourd'hui. Merci. Merci. Nous passons au rapporteur fictif. Et je commence par Monsieur Herbst. Merci. On voit que ce texte est très problématique, vu le temps qu'on en parle. Alors, indépendamment du fait que dans l'Union européenne, on ait une approche one in, one out, et d'ailleurs on n'y parvient pas, on voit qu'il y a des intérêts qui tirent à U et à dia au sein même du secteur. Alors on a parlé d'une approche unique. Non, il s'agit simplement d'avoir un amoncellement d'actes législatifs, ce qui est source de complications. À notre avis, il faut refuser cela, parce qu'il faut une nouvelle approche. L'objectif, on ne s'y oppose pas. On dit que pour cette proposition législative, il faut avoir un effort conjoint. Et avec cette proposition, on ne va pas parvenir à l'objectif qu'on s'est prescrit. Cela ne correspond pas aux obligations internationales qu'on a contractées. Par conséquent, la Commission serait bien avisée de proposer un nouveau texte. Cela nous permettrait de gagner du temps plutôt que de se lancer dans une procédure compliquée dont on perdrait la maîtrise. Deuxième point. Pourquoi est-ce qu'une directive serait meilleure? Si on n'obtient pas de refus, il faudra vraiment veiller à ce que l'on prenne en compte la diversité des différents États membres. La situation sur le terrain, on doit pouvoir la connaître et réagir en fonction. Malheureusement, ça ne sera pas possible via cette proposition. Et c'est pour cela qu'il vaudrait mieux ici avoir une directive précisément parce que la biodiversité et la protection de la nature, cela soulève des défis très différents dans toute l'Europe. Toutefois, on est prêt à être constructif. On a déposé des amendements. En partie, il y a des répétitions dans ces amendements, mais ce n'est que normal.
Ce sera au rapporteur de faire la synthèse. Je pense qu'il y a de nombreux domaines qui sont problématiques. Quant au fond, par exemple la question des free-flowing waters qu'on a rajouté et qu'il faudrait retirer. Nous pensons que sur place, il faut laisser suffisamment de latitude pour décider en toute liberté. Donc on a déjà exercé les critiques lors de la dernière réunion, je les répète ici, je pense qu'il y a beaucoup de points relatifs au rôle des ONG par exemple, concernant la définition des différentes catégories dans les différentes annexes, tout ça doit être amélioré, doit être plus clairement établi. Il faut mieux avoir une directive plutôt que d'avoir un nouveau texte qui sera imposé comme un bloc. Et ça, vous pouvez le déduire de nos amendements. Monsieur Matic, qui est également rapporteur fictif. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la rapporteure pour le travail accompli jusqu'à présent et lui souhaiter bonne chance pour le texte de compromis. Je vais essayer d'être concis et dire quelques mots sur les amendements que je vais poser. Ce rapport doit compléter la stratégie de biodiversité à l'horizon 2030 et pas s'opposer à elle. Et donc j'estime qu'il est important que dans le texte final, on dise que les États membres à l'horizon 2030 protègent 30% de leurs côtes et de leurs eaux et en tout cas ne pas voir cela en deçà. À côté de toutes les mesures que nous avons proposées pour que la nature puisse se restaurer le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier l'importance du phytoplancton qui est réellement un indicateur de la santé des écosystèmes marins. Les États membres doivent utiliser le nombre de phytoplancton comme indicateur de santé des écosystèmes marins, alors que les mêmes facteurs de croissance du phytoplancton doivent nous mener à plus de facteurs nous permettant de comprendre le rôle du phytoplancton dans la protection des écosystèmes marins. En ce qui concerne cette protection, la revitalisation est essentielle parce que sans protection, il n'y aura pas de revitalisation. On ne protège pas la pression. Toutes les ressources impliquées n'auront servi à rien. Dans la prise de décision, les États membres doivent consulter l'opinion publique par souci de transparence et pour avoir plusieurs axes d'attaque sur des questions transversales. Il y a d'autres pélagiques importants qu'il faut traiter pour élargir également l'importance de ces pélagiques qui ne sont pas assez pris en compte dans la dynamique de ces travaux. Et ces dossiers sont développés de manière très positive et le développement d'amendements de compromis me réjouit au plus haut point. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Huitema n'est pas présent, mais je pense que Madame Bilbao pourrait nous en dire un mot à sa place. Gracias, presidente. Voy a intervenir en nombre. Merci beaucoup. J'interviens au nom de mon camarade Monsieur Huitema. Parce que je ne sais pas si c'est un problème de pêche, mais il y a plusieurs malades depuis hier, donc j'espère qu'on survivra ici. Comme on l'a déjà dit en commission pêche sur la loi sur la restauration de la nature, je suis très inquiet de cette proposition. La restauration de la nature et la protection de la biodiversité sont des éléments importants et les États membres doivent coopérer étroitement avec les pêcheurs pour adopter des mesures efficaces. Malgré tout, j'ai des doutes sérieux quant au fait que cette proposition contribue efficacement à la restauration de la nature. Les objectifs actuels de la directive sur les oiseaux et l'habitat sont encore loin d'être atteints. Et dans le même temps, cette proposition établit des objectifs beaucoup plus ambitieux sans aider plus les États membres à atteindre les objectifs actuels. Les amendements de réunion proposent les modifications suivantes. Le premier, atteindre les objectifs existants avant d'en fixer de nouveaux. Mais l'exigence de mesures correctives doit se faire en cohérence avec les obligations législatives en vigueur, comme la directive sur les oiseaux et les habitats et la directive 4 sur la stratégie marine. L'interdiction de détérioration doit être supprimée. Ça ne peut pas être exigible. La qualité de la nature est sujette à beaucoup d'influences et les États membres ne peuvent pas toujours faire quelque chose à ce sujet. Et en troisième lieu, les activités économiques et l'agencement du territoire doivent être possibles dans les régions soumises à restauration. Et donc, il doit y avoir une disposition régionale qui donne aux États membres une marge de manœuvre pour garantir cela. Et c'est particulièrement important pour la pêche. Pour mon groupe,
la proposition devra changer radicalement avant de pouvoir envisager de la soutenir dans notre rapport. Voilà les mots du rapporteur Rignou. Et si le président me le permet, on a mentionné certains des amendements que j'ai signés. Ce que nous voulions avec ces amendements, c'était de donner plus de flexibilité à la proposition. Parce que ce qu'il faut dire clairement ici, c'est que, à tout le moins, les membres de cette commission de la pêche défendent ce secteur. Et il n'y aura pas de secteur si, effectivement, la nature n'est pas en de bonnes conditions. Ainsi donc, et il y a un autre objectif. Et la différence avec le groupe de la rapporteure, c'est que oui, il faut plus de taxes, il faut que le secteur soit prospère. Nous ne croyons pas que la tendance est à la réduction toujours plus des êtres vivants, comme l'a dit le collègue. Donc peut-être ce point de vue et peut-être ce qui nous sépare et ce qui nous divise dans la perspective dans laquelle nous rédigeons les rapports. Et voilà, je me tiens, tout comme mon collègue, à la pleine et entière disposition des collègues pour rédiger une proposition qui soit réaliste et compatible avec le reste des propositions qui sont en vigueur et qui n'ont pas encore atteint tous les objectifs fixés. Merci. Merci, Monsieur Ruyssen, qui est également rapporteur fictif. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je pense l'avoir dit lors de chacune des discussions. J'estime que la proposition de la Commission, en tant que telle que présentée, n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que l'approche, d'après ce que je peux voir, n'est pas correcte. L'impact choisi, l'approche choisie, que veut-elle? Elle dit que l'on met de côté des intérêts sérieux. Il y a écologie et les autres intérêts économiques, et ce ne sera pas le plus possible non plus en dehors des zones Natura 2000. Et donc, tout sera soumis à la nouvelle législation. Ce n'est qu'en cas de grand intérêt national ou en cas, dans certains cas précis, que l'on pourra s'écarter. Mais on met la nature au-dessus de tout. Et pour nous, la biodiversité est certes importante. On doit préserver la nature, c'est vrai, mais on doit essayer d'avoir une harmonie entre, d'un côté, les intérêts de la nature et de l'autre côté, avoir un certain espace, une certaine marge de manœuvre pour mener des activités économiques et notamment de pêche. C'est la raison pour laquelle notre premier amendement, l'amendement 1, que nous avons demandé, vise à supprimer l'ensemble de la proposition. Nous devons lancer un signal fort à la Commission. Ce n'est pas possible dans la situation actuelle. Nous avons également 86 autres amendements qui ont été déposés si notre amendement 1 n'est pas adopté, afin d'arriver à une approche qui soit plus adaptée. Il y a des éléments qui ne sont pas réalistes, notamment si l'on regarde les délais. Il faut remonter 70 ans en arrière pour voir ce qu'il en est des points de référence pour les plans de restauration. Je pense que ce n'est pas réaliste de travailler de cette manière. Je pense qu'il faut se concentrer sur les zones Natura 2000. Je ne pense pas qu'on doive avoir des plans en dehors des zones Natura 2000. Et je pense qu'avec ce paquet, on doit tenir compte aussi des intérêts socio-économiques. Et d'après moi, ce n'est pas suffisamment le cas. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, nous avons un point de vue relativement critique sur cette proposition. Merci. Je passe aux autres demandes de parole parce qu'il n'y a personne pour le groupe de la gauche. Monsieur Mato. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui ont intervenu, le rapporteur. Je me demandais pourquoi nous demandions le rejet. Eh bien, il y en a beaucoup. Parce que les dispositions sont trop strictes et que ce n'est pas nécessaire, c'est inopportun. Ça ajoute des difficultés pour les pêcheurs.
Cela nous fait entrer dans un dédale de règles qu'on ne sait pas expliquer. On ne sait pas à quoi ça se rapporte. Alors je pense qu'il faut sans aucun doute faire une évaluation d'impact de tout ce mécanisme et de toute cette myriade de règles et de textes. Et donc, oui, nous allons participer, même si nous votons contre. Nous espérons ne pas avoir participé parce que cela voudrait dire que ça a été rejeté. Mais si ce n'est pas rejeté, bien sûr, nous participerons. Nous avons apporté des amendements, nous participerons aux amendements, au compromis, et nous essaierons d'arriver à un meilleur document que celui que nous avons à l'heure actuelle. On se demandait pourquoi on pensait plus à des directives, ça élargissait les délais. Non, mais ça n'est pas du tout urgent selon nous, voilà. Et je le dis parce que c'est d'autant plus inopportun alors même que nous réitérons après le Brexit, le Covid et que nous avons parlé des problèmes des prix, c'est d'autant moins urgent. Et on disait que ce n'est pas suffisant ce que l'on fait. Moi, je ne vais pas m'opposer à la Cour des comptes, mais la Commission a rédigé une commission pour une pêche plus durable au sein de l'Union européenne. La Commission de 2023 dit que 40% de la flotte artisanale, 66% de la flotte européenne et de la flotte européenne, et tout cela ne sera pas rentable si les prix d'énergie sont maintenus au niveau actuel pour le reste de l'année. Je pense que c'est assez clair pour dire que la situation n'est pas mirifique. Et la Commission, dans cet élan protectionniste, est tout à fait déconnectée de la réalité. Et je pense qu'il n'y a aucune considération qui est prise pour la pêche et pour les secteurs liés à la pêche, qui, d'autre part, sont stratégiques pour garantir la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. Et enfin, ce que cela crée au niveau du secteur de la pêche, c'est un euroscepticisme très affirmé. Donc je pense qu'il ne convient pas de traiter avec cette nouvelle législation environnementale, elle n'est pas opportune et il ne faut pas réformer les dispositifs déjà existants. Tout cela ne fait que superposer tel instrument à tel autre. Nous avons donc déposé un amendement pour demander le rejet de la proposition en ce qui concerne cette restauration de la nature. Et si on n'obtient pas gain de cause, il y aura une série d'amendements qui seront proposés. Comme l'a dit la rapporteure, elle en a certains. Et il s'agira de trouver un équilibre entre les nécessités de restauration et de la protection de l'environnement et les objectifs de générer des bénéfices économiques, sociaux et d'emploi et de contribuer à la disponibilité des produits alimentaires issus de la mer et également donner aux organisations de producteurs de la pêche des mesures pour pouvoir aider à l'entretien des environnements marins et également les activités de pêche dans les zones protégées, même pour autant que les espèces menacées ne sont pas mises en danger, avec des évaluations d'impact complètes et des consultations touchées. Des consultations avec les secteurs touchés. Et il s'agit de voir ce qu'il en est et ajuster les choses s'il y a un impact néfaste sur la compétitivité ou s'il y a des mesures qui ne sont pas opportunes. Et enfin, permettre que dans le fonds maritime de la pêche et de l'aquaculture, il y ait des compensations pour les opérateurs qui ont été touchés par les mesures de récupération ou de préservation des espaces marins. Et je pense par exemple à la pêche de fond dans les 87 zones qui a été imposée par la Commission de manière complètement disproportionnée l'année dernière et sans discrimination aucune. Merci. Dank, dan mevrouw O'Sullivan. Merci, Madame O'Sullivan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis de ceux qui pensent que les membres de cette commission qui s'opposent au principe même d'un texte de préservation de la nature, c'est une absurdité. Parce que les jeunes sont dans la rue pour nous appeler à agir sur le changement climatique et la biodiversité, alors même que leurs représentants publics font exactement l'opposé ici en salle. Dans les amendements déposés récemment, certains justifient un rejet pur et simple d'un texte sur la restauration de la nature
Et cela fait fi complètement qu'il ne reste pas assez de temps pour rédiger une nouvelle proposition. Pour moi, c'est une tactique de remise à plus tard profondément cynique pour éviter et contourner leurs obligations. Et les mêmes députés se sont opposés à la stratégie biodiversité. Ils ont proposé de fermer des zones vulnérables. Et déjà ce matin, on s'est opposé à la PCP et à la préservation de la nature. Et maintenant, on s'oppose au texte sur la préservation de la nature. On a protégé nos habitats et nos écosystèmes. L'Agence de protection de l'environnement a conclu qu'elle ne peut pas envisager les eaux européennes comme saines ou propres même. La même agence a estimé que toute la Méditerranée, toute la zone autour de l'Irlande de la Scandinavie sont dans de mauvaises conditions en termes de biodiversité. Les amendements des députés nous parviennent pour utiliser la guerre en Ukraine comme une excuse pour continuer la surpêche. Et maintenant, il faut faire preuve de plus d'ambitieux. Et j'attends que cette commission se soulève pour préserver et restaurer la nature et pas entraver cela. Merci, Monsieur Milan Mon. Siento haber llegado tarde y no he podido. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Je n'ai pas pu écouter la rapporteure, mais je pense que beaucoup des choses qui ont été dites par Gabriel Mato vont être reprises par moi-même. Donc je suis désolé de la redite. Je pense que Nicolas Herbst a également exprimé la position du groupe avec assez de détails. Le 15 septembre, la plénière de ce Parlement a adopté une résolution où on demandait à la Commission de s'abstenir de proposer des textes législatifs de l'Union qui pourraient mettre en danger notre sécurité alimentaire. Moi, je pense qu'on pourrait se trouver dans cette situation avec un texte qui pourrait être dangereux pour la sécurité de l'approvisionnement de produits issus de la mer. La sécurité alimentaire est un des sujets les plus importants. La déclaration de Versailles il y a un an, je vous le rappelle, et les chefs d'État l'ont adopté dans un contexte informel en février dernier, a également une importance très marquée. Et c'est la raison pour laquelle Gabriel Mato et moi-même avons rédigé une série d'amendements. Et il y a également la 4 et la 5, l'amendement 4 et 5, qui envisage de modifier le règlement du fait en pas pour les mesures de récupération et de préservation des écosystèmes marins qui provoquent des pertes de revenus. Il doit être mis en place des compensations. C'est un point très important quand on parle des pêcheurs touchés par la fermeture des 87 zones préservées. Et il y a également des décisions erronées qui ont ce type de conséquences et je pense qu'il faut les gérer. Merci. Merci. Moi aussi, j'aurais voulu dire un mot. Ah non, un instant. Madame Bilbao, vous souhaitiez intervenir également? Ben oui, allez-y, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, désolé. Merci de me donner à nouveau la parole. Il y a des moments où il faut réagir. Et surtout après l'intervention des Verts. Parce qu'on a l'impression que les Verts sont les seuls à vouloir protéger la planète, la biodiversité, et nous tous autres, nous sommes ici à perdre notre temps. Mais non, on ne peut pas l'admettre, ce postulat. Et je pense que, publiquement, c'est une irresponsabilité de le dire. Certains veulent instrumentaliser la guerre pour maintenir la surpêche. Voulez me dire sur quoi vous fondez de telles assertions? Voulez-vous bien me donner des données? Est-ce que la guerre et la situation complexe que nous connaissons aujourd'hui favorisent la surpêche? Et où? Sur quel navire? Sur quel secteur? Il faut être responsable quand on mène de la politique. Il ne faut pas tout dire et son contraire. Et la différence entre vous et au moins mon groupe, à tout le moins, c'est que nous, oui, nous souhaitons un secteur stable avec des poissons en mer. Nous voulons un secteur qui soit uni à la côte. Parce que cela veut dire de l'économie, de la compétitivité, de la résilience, des protéines, de la culture, la gastronomie. Mais il y a des choses que je ne peux simplement pas accepter, qui ne peuvent pas être dites. Je respecte les différences. Évidemment, le débat parlementaire, c'est ça, c'est la différence.
Et malgré tout ça, il s'agit de trouver un accord. Mais s'il vous plaît, de grâce, il y a des choses qui sont simplement inacceptables. C'est complètement irresponsable. Le secteur de la pêche souffre depuis le Brexit et depuis toutes les crises. Depuis les élections, ils nous l'ont dit. Ils ne veulent pas vivre comme ça. Si vous connaissez un peu le secteur, vous savez qu'ils ne souhaitent pas vivre de subventions. Mais on rend les choses très complexes, très difficiles. Et il faut les aider. On lance des phrases comme celle que je viens de vous citer, comme quoi on protégerait la surpêche. Des messages qui sont infondés et qui portent un grave dommage au secteur. Nous, ça n'est pas qu'on souhaite qu'on ne pêche rien. Bon, si vous nous dites non, on veut qu'on pêche rien, alors très bien, c'est votre avis. Mais n'instrumentalisez pas cela et n'utilisez pas des assertions qui sont infondées. Parce que ce sont les données de la Commission européenne ici que je vous expose. Hier, j'ai dû corriger face à un rapporteur qui parlait de surexploitation et la Commission a dû dire non, il n'y a pas de surpêche. Il y a d'autres problèmes, mais pas ceux-là. Donc je vous demanderai de bien vouloir vous en tenir là. Oké, dit was dus Bilbao. Voilà, c'était Madame Bilbao, en tant que Madame Bilbao, puisqu'elle avait pris la parole en tant que Monsieur Huitema tout à l'heure. Et puis Monsieur Christiansen, je vous en prie. Merci, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame Bilbao. Nous devons trouver un équilibre entre la pêche et la restauration de la nature. C'est absolument essentiel. Le poisson fait partie de notre production alimentaire. On l'a dit également. C'est une industrie importante avec de nombreux emplois. On doit donc préserver cela aussi, mais je suis convaincu que les deux sont possibles. On peut tenir compte de la production alimentaire, de la sécurité alimentaire, tout en ayant cette restauration de la nature. Et puis, il faut voir ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de parcs éoliens, de poissons? Quoi a-t-on besoin? Parce que parfois, on veut tout au même endroit. Et d'après moi, il faut que la production alimentaire passe avant les autres éléments. Mais ça, c'est un autre débat qu'il faudra mener à un moment donné. Merci. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs en mer, c'est également dans l'agriculture. Le président. Merci. Madame Rose, dans son intervention, a fait référence à des amendements que j'ai déposés avec Madame Schreier-Pirik. Pourquoi est-ce que j'ai déposé ces amendements? Parce que je pense qu'un règlement va beaucoup trop loin. Et donc, nous avons déposé nos amendements pour passer à une directive. Une directive offre davantage de possibilités aux États membres afin de travailler sur mesure, afin de voir quelle est la situation par État membre et de voir dans chaque État membre quelles sont les mesures idoines. Voilà la raison pour laquelle j'ai déposé ces amendements. Et je suis d'ailleurs ravi, d'ailleurs je tiens à féliciter Madame O'Sullivan qui a fait un véritable plaidoyer pour l'environnement. Et elle a dit qu'on doit faire attention à l'environnement. C'est son groupe vert qui a refusé la méthode de pêche la plus verte, c'est-à-dire celle à impulsion électrique. Alors que c'est une méthode que je défends. Voilà. Je rends la parole à Madame Rose afin de conclure, avant de revenir donc au point 14 de Madame Aguilera. Avant de passer également la parole à la Commission, je vois que Monsieur Delgado nous a rejoint à l'instant. Donc il pourra peut-être réagir, même s'il a sans doute raté une partie du débat. Mais j'imagine que ses collègues l'auront informé. Monsieur Delgado, est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce que vous êtes en mesure de réagir? Thank you, Mr. Chair. Indeed, I would like to react. I did not listen to everything, but Merci. Je tiens à commencer par remercier les rapporteurs fictifs et l'ensemble des députés pour tout le travail réalisé.
Je vois que c'est une proposition qui intéresse beaucoup les députés, vu le nombre d'amendements qui ont été déposés. Nous avons remarqué que certains députés ont exprimé des préoccupations concernant l'efficacité de la proposition, atteindre leurs objectifs. Ils ont également mis en cause sa cohérence avec le reste de la législation européenne, la stratégie biodiversité ou le nouveau cadre biodiversité qui a été approuvé à Montréal en décembre dernier. Tout d'abord, en ce qui concerne vos préoccupations, c'est quelque chose que j'aime bien dire lorsque je fais référence à la restauration de la nature. Il s'agit d'une restauration de la nature pour les services écosystémiques que l'on perd trop souvent et dont nous avons besoin en tant que société. Je vais vous donner un exemple. Les disponibilités de pêche est un service qui peut passer par la restauration de la nature. Pour nous, ce n'est pas soit plus de poissons, soit plus de nature. Bien au contraire, très souvent, il faut plus de nature pour avoir plus de poissons. Voilà un exemple précis. En ce qui concerne la question de la cohérence, là, je tiens à vous rassurer. La proposition vise à compléter et à renforcer la mise en œuvre de la législation européenne existante avec les directives oiseaux et habitat, la stratégie marine, la directive cadre eau également. Donc c'est pleinement compatible, c'est même complémentaire à ces législations. Autre remarque, il y a un alignement complet avec les engagements en matière de restauration que les États membres et l'Union européenne sont convenus il y a pratiquement 2 ans. Ça a été presque adopté, mais je tiens à rappeler ce deal mondial pour la nature adopté à Montréal, y compris par l'Union européenne et ses États membres. Il y a des objectifs quantifiés, dont un sur la restauration. 30% des écosystèmes dégradés doivent être restaurés. Et ça, c'est compatible avec le droit sur la restauration et la stratégie biodiversité. En ce qui concerne maintenant la raison pour laquelle on opte pour cet instrument juridique. Pourquoi un règlement plutôt qu'une directive? Il y a un lien très clair avec l'urgence de la situation. En effet, il y a une véritable crise de la biodiversité sous d'autres latitudes, mais également dans l'Union européenne. Et le règlement permet de faire face à cette urgence tout en étant façonné avec souplesse et proportionnalité, notamment avec ce processus de plans de restauration nationaux que nous proposons. Voilà, c'est là l'élément le plus important pour moi. Cette proposition, elle est essentielle pour garantir les bénéfices à long terme fournis par les écosystèmes marins pour la société, pour les pêcheurs, pour le secteur de la pêche. En restaurant les écosystèmes marins, on va pouvoir restaurer les stocks de poissons. On pourra donc pêcher plus et ça peut être... Ce sera compris lorsque nous aurons les premiers effets de la restauration. Nous aurons davantage de poissons de grande taille, plus d'œufs et davantage de poissons disponibles pour tous. J'ai entendu que les denrées alimentaires devaient avoir la priorité. C'est vrai, certes, mais justement, ici, on essaie de garantir la sécurité alimentaire par le truchement de la restauration. À moyen ou à long terme, il y a des menaces à la sécurité alimentaire, le changement climatique, la perte de biodiversité, comme les rapports du GIEC l'établissent. Et donc, nous devons disposer d'objectifs de restauration ambitieux, fixés dans le temps, et c'est le cas avec la proposition de la Commission, selon nous. Nous sommes tout à fait disposés à en discuter avec votre Commission, et nous sommes très impatients de voir la forme que prendra votre rapport. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Je me tourne maintenant vers Madame Rose pour qu'elle nous donne le dernier mot. Merci, Monsieur le Président, et merci pour ces échanges riches de cet après-midi. Moi, je vais répondre à quelques remarques qui ont été faites. Tout d'abord, Monsieur Herbst et Monsieur Matteau. Alors, merci d'avoir clarifié la position sur votre souhait de participer à la discussion. Alors, j'espère que vous saurez être à l'écoute des arguments des scientifiques, de la Commission, de la Cour des comptes et de l'Agence européenne de l'environnement.
Sur le fait d'avoir un règlement ou une directive, bon, la Commission vient juste de répondre à cette question. Moi, je pense que les plans nationaux permettent une approche vraiment au cas par cas. Et je ne pense pas qu'une directive permettra de mieux répondre à cet enjeu. On a des questions de temps, on est dans l'urgence et de faire. Je pense vraiment que cette directive répondra aux enjeux de l'urgence aujourd'hui. Monsieur Milan Mon, cette proposition, elle ne met pas du tout en danger la sécurité alimentaire. C'est l'absence d'action qui va en fait mettre en danger le secteur de la pêche. Moi, j'ai été rapporteure en 2019 ou 2020 sur un rapport plus de poissons dans la mer. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut plus de poissons dans la mer, il faut restaurer les écosystèmes marins. Monsieur Matic, je partage tout à fait votre volonté de rehausser les ambitions pour être pleinement aligné avec la stratégie biodiversité et avec l'accord de Montréal sur la biodiversité. Madame Bilbao, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut de la flexibilité, mais je pense que ça n'aurait pas de sens de dépenser des moyens pour restaurer les écosystèmes marins, puis ensuite autoriser leur destruction par la suite. Mais en fait, bon, la discussion qu'on aura et qu'on va avancer dans les discussions avec les rapporteurs fictifs, je pense que ça devrait permettre de trouver un accord. Et c'est vraiment une question de bon sens, en fait, de ne pas dépenser de l'argent pour restaurer et ensuite autoriser à détruire. Monsieur Royston, la proposition, elle prévoit que 20% des eaux européennes fassent l'objet de mesures de restauration. 20%, c'est pas toutes les eaux. Et dans ces 20%, on a des activités économiques qui ont un impact neutre ou un impact positif qui pourront continuer à avoir lieu. On peut négocier avec des acteurs économiques et on peut pas négocier avec la nature, en fait. Il y a certains qui ont parlé aussi d'études d'impact. La Commission aujourd'hui a réalisé en tout et pour tout 9 études d'impact et chaque État devra faire une étude d'impact avant d'adopter son plan national. L'impact, il est mesuré. L'étude d'impact de la Commission dit noir sur blanc que plusieurs pêcheries pourraient bénéficier de captures plus élevées à moyen et à long terme grâce à la récréation, à la restauration des habitats essentiels des poissons. Peut-être que la Commission, elle pourrait répondre sur la question d'une directive par rapport à un règlement au niveau du temps. Et puis j'aimerais rajouter juste sur un point, puisque hier en commission pêche, on a parlé de la PCP et de l'impact du changement climatique sur la PCP. Je pense que si vous n'étiez pas déjà convaincu hier sur le fait d'adopter la loi sur la restauration de la nature, hier on avait dans l'impact du changement climatique, on avait un certain nombre d'éléments qui auraient pu vous convaincre aujourd'hui. Et si on n'agit pas pour restaurer les écosystèmes marins, on va vers la catastrophe finalement, puisque les stocks de poissons vont être encore plus vulnérables au changement climatique. Dommage qu'hier, il n'y ait pas eu de député PPE pour la présentation de l'étude, puisqu'on n'avait aucun député PPE hier. Mais bon, moi, je dirais que on peut pas ignorer les avis scientifiques, et c'est pas en ignorant la gravité de la crise climatique et la crise de la biodiversité qu'on va la résoudre, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut un avenir pour la pêche, on doit adopter la loi sur la restauration de la nature. Et moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que nos discussions, elles vont pouvoir aboutir à une majorité au sein de cette commission et de ce Parlement, et qu'on trouvera la possibilité d'avoir une proposition ambitieuse pour l'environnement, mais aussi ambitieuse pour les pêcheurs, parce que qui dit plus de poissons dit plus de pêcheurs. Merci. Akkoord, dank u zeer. Merci beaucoup. À suivre. J'essaie de voir l'échange de vues avec les rapporteurs fictifs afin que l'on puisse voter en mai, je crois, au sein de notre commission. Très bien. Nous avons donc eu cet échange de vues sur cette proposition importante et je reviens maintenant